On va donc reprendre le fil de nos échanges avec ce premier après-midi qui s'ouvre par deux études de cas de 10 minutes chacune, proposées par Lucie Nizar et par Samy Lagrange. À la suite de leur présentation, on aura un tout petit temps d'échange qui permettra de poser une question par intervenant-intervenante. Mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions à la fois dans le chat et dans le Framapad, puisque les intervenants-intervenantes pourront y répondre par écrit au fil de l'après-midi. Et je présente à présent Samy Lagrange, qui fera donc la seconde étude de cas. Samy Lagrange est doctorant en histoire contemporaine au sein du laboratoire Pléiade de l'université Sorbonne Paris-Nord. Il s'intéresse particulièrement aux représentations et aux discours sur les masculinités déployées pendant les périodes insurrectionnelles du XIXe siècle. Il fait partie de l'atelier corps-genre art des Fidji, de l'association doctorale 1920 et du collectif Jeunes critiques d'art, où il développe ses recherches entre études de genre et histoire des arts. Sa communication se focalisera aujourd'hui sur le traitement des figures féminines durant la Commune de Paris, à la suite de la voix ouverte par Édith Thomas il y a 60 ans. C'est bon comme ça, vous l'avez en plein écran? Oui, super. Ok. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Merci Mathilde pour cette présentation. Alors effectivement, cette mini-communication sera un focus sur les violences faites aux femmes durant la Commune de Paris en 1871, dont nous célébrons en ce moment le 150e. Mais c'est aussi l'occasion de mettre en lumière la réédition par Chloé Leprince cette année de l'ouvrage pionnier d'Édith Thomas, Les Pétroleuses, paru initialement en 1963. C'est une synthèse qui est finalement peu connue, mais d'une importance capitale à plusieurs égards, notamment parce que même si Édith Thomas démystifie effectivement ce mythe des pétroleuses pour dénoncer la rhétorique misogyne qui le sous-tend, le titre de l'ouvrage est largement réducteur. L'autrice trace une histoire détaillée à la fois au niveau micro et macro des femmes pendant la Commune et participe plus généralement à une histoire extrêmement complexe, celle des engagements de la population parisienne pendant la Commune. Donc aujourd'hui, j'aimerais retracer rapidement l'apport de cette recherche à propos des diverses violences faites aux femmes en 1871, l'enrichir humblement de quelques nouveaux exemples issus des rhétoriques virilistes de l'époque et proposer d'y lire un imaginaire au service du continuum de la violence qui mènerait sur le chemin des féminicides. Alors, en mars 1871, à la suite du siège prussien et des fatigues qu'il a entraînées, une partie du peuple de Paris s'insurge et se désolidarise du gouvernement central exilé à Versailles. Les engagements de ces fédérés contre les Versaillais prennent alors des formes très variées et mouvantes pendant les quelques semaines que dure la Commune. Les femmes particulièrement prennent part à l'événement suivant des modalités complexes qu'il est difficile de retracer encore aujourd'hui. Alors, une des raisons de cette méconnaissance réside dans le fait que les engagements féminins furent un enjeu rhétorique à ce moment-là, un récit manipulé à des fins politiques par les différents acteurs de l'événement. Elles sont ainsi prises au piège d'une stratégie de disqualification plurielle. En fait, dans la réalité, Édith Thomas montre qu'elles sont rentrées dans la lutte suivant à peu près la même dynamique que les hommes, c'est-à-dire par conviction politique et revendications socio-économiques, mais grâce à des stratégies d'inscription dans la sphère publique qui sont historiquement les leurs au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'elles montent des comités et des clubs, elles s'engagent auprès des armées comme ambulancières ou cantinières, elles prennent part à la vie de quartier, surveillent les rues, etc. Ces engagements sont souvent instables, poreux et parfois se rencontrent. Donc, au quotidien, en dehors des instances officielles, dont elles sont évidemment exclues, les femmes vont se mêler alors aux hommes, penser la société et prendre les armes. Elles font la guerre et la politique. Donc, l'engagement insurrectionnel, aussi indéterminé soit-il, rend particulièrement visible l'incursion des femmes dans la sphère virile, celle de la guerre et de la politique. Les femmes sont alors soumises de toutes parts à une inspection et à un diagnostic sous-tendu par les sciences catégorisatrices et les taxonomies sociales qui ont fleuri au XIXe siècle. En fait, on relie ce comportement viril à d'autres caractéristiques dans toutes les sphères de l'existence. Donc, par exemple, à une apparence physique particulièrement laide ou négligée, ou même séductrice, à une tendance générale à l'immoralité, évidemment, au soupçon d'une activité prostitutionnelle, etc.
Donc, on forme une typologie de la communarde. Monstre inné ou victime de la fièvre révolutionnaire, souvent folle, rendue hystérique par les événements, mais toujours dérangeante pour l'ordre de la cité, au même titre que les prostituées à cette époque du 19e siècle. Semble alors se mettre en place sur cette base scientifico-morale un système de disqualification complexe et à géométrie variable. En fait, que ce soit en niant l'agentivité des femmes ou en méprisant leur action, ces discours stigmatisants surgissent de toutes parts et utilisent des outils rhétoriques variés. Par exemple, les Versaillais vont accuser donc les femmes d'être des pétroleuses, c'est-à-dire des furies incontrôlables qui incendièrent Paris. Le peuple parisien, en général, y voit des femmes indignes, ayant abandonné leur foyer et donc leurs devoirs. Zola parle de mégères frustrées et les officiers communards les traitent comme des prostituées qui semblent négligeables et sujettes à toutes les railleries. Alors ici, il faut quand même noter que cette rhétorique misogyne, si elle est extrêmement développée et plurielle, elle n'est évidemment pas unanime. Il existe de nombreux discours qui soulignent l'importance de ces actions féminines dans la sphère publique et qui encouragent justement cette virilité qui leur est prêtée. D'après Edith Thomas, ce sentiment qu'on pourrait dire fraternel est justement celui de la garde nationale, c'est-à-dire des soldats sans grade avec qui les femmes partagent le quotidien de la lutte. Mais néanmoins, on ressent que la menace d'une violence prête à s'exercer sur elle, comme une sorte d'expédition punitive, est omniprésente au sein de ces rhétoriques et de ces discours. Celle-ci, néanmoins, a longtemps été minimisée, car il est difficile de connaître sa réalité concrète et de savoir si les femmes qui périrent, si les femmes qui périrent ou furent exécutées lors des combats de la Semaine sanglante furent particulièrement visées par la répression versaillaise. Ça, on ne peut pas vraiment le savoir aujourd'hui. Et deuxièmement, au sortir de la guerre civile, si les femmes furent effectivement proportionnellement plus sévèrement condamnées que les hommes, elles furent finalement peu à subir cette répression juridique. Par exemple, ces soi-disant pétroleuses, ces quelques femmes qui ont fait les frais d'accusations et de procès particuliers, virent pratiquement toutes leur peine de mort commuée en peine plus légère. Mais néanmoins, autour de ces rhétoriques disqualifiantes comme le mythe des pétroleuses, va également se développer au moment de la Commune un imaginaire violent beaucoup plus large et dirigé parfois spécifiquement à l'encontre des femmes. Pour observer cela, il est intéressant de se plonger dans les discours virilistes qui irriguent la presse pendant la Commune. Donc, le propre de la Révolution, c'est de multiplier très rapidement les discours sur une nouvelle citoyenneté. Citoyens par excellence, ce sont les hommes et leur masculinité qui sont alors pris dans une entreprise plurielle et désordonnée de redéfinition. Alors pour cela, on souligne d'abord les contre-types, les repoussoirs, ce qu'on ne veut plus incarner en fait. Et ceux-ci sont divers, mais ils sont toujours entendus comme dégénérés, immoraux, maladifs, physiquement comme mentalement. Il convient donc de les éliminer. C'est ce qu'on retrouve dans la rhétorique. Il faut purifier la société de ces hommes contrevenant à une masculinité saine. Mais alors, de manière étrange, ce sont pourtant les femmes qui vont être les premières victimes de ce projet. En fait, c'est les femmes contre qui se dirige la violence physique dans ces récits fantasmés de purification. Alors là encore, les typologies et les rhétoriques sont plurielles, mais la haine antiprostitutionnelle, par exemple, y trouve un écho particulier. Le fils du père Duchesne illustré, qui est une presse anti-versaillaise sans pour autant être acquise à la Commune, est un bon exemple de la dérive de ces discours virilistes. Alors, à propos de l'idée de constituer une compagnie de guerre féminine, donc idée récurrente au XIXe siècle sans qu'elle trouve réellement d'écho, les rédacteurs écrivent le 3 mai. Alors, je vous lis simplement quelques passages de cet extrait un petit peu long que je vous ai mis sur le PowerPoint. Toutes ces gourgandines qui rôdaillent sur le boulevard et empoisonnent la société, ces drôlesses qui sont le déshonneur d'une famille et d'une nation, il faut sauver le pays et réhabiliter ces filles-là. Le feu purifie tout, pas vrai? Il faut envoyer toutes ces bougresses-là au feu. Donc, on voit bien qu'il y a un certain imaginaire violent qui se retrouve dans cette rhétorique antiprostitutionnelle. Mais petit à petit, en plus, cette violence va déborder de la rhétorique antiprostitutionnelle pour venir englober plus généralement les communardes. Et alors, à ce moment-là, les iconographies de ces représentations entre la prostituée et la communarde vont commencer à se brouiller. Par exemple, là, à droite, sur le PowerPoint, c'est une une du fils du père Duchesne. En fait, lorsque les défaites successives des fédérés ne vont laisser que
peu d'espoir à la commune, le journal va commencer par anticiper les événements à venir et donc la répression. Et c'est alors l'allégorie féminine de la commune, et non pas les communards, qui fait les frais de la violence du général versaillais Joseph Vinoy. Alors, le processus peut interroger, tant il est classique. C'est l'allégorie féminine qui prend les coups, qui est soumise à l'érotisme morbide, aux fantasmes antiprostitutionnels, aux imaginaires violents. Les hommes ont tendance à meurtrir plus facilement les corps allégoriques et féminins que les leurs. Alors, juste avant de conclure, je vais revenir sur les iconographies que je montre ici de presse. Là, je vous ai mis en écho ces deux premières unes du journal pour montrer justement le brouillage progressif et la perméabilité qu'on va retrouver petit à petit pendant la commune dans les représentations de la prostituée et de la communarde, ou en tout cas de l'allégorie communarde. Donc à gauche, on comprend grâce à la légende que je vous ai épargnée ici qu'on a affaire à une prostituée qui est en train de discuter avec un stéréotype bourgeois. Et elle est de plus en plus se rapprocher de l'Assemblée communarde, justement parce qu'on comprend qu'elle fait partie de la commune, mais aussi parce qu'elle arbore des accessoires rouges, donc symbole de la commune. Et quelques jours plus tard, à droite, là, on a vraiment affaire à une allégorie claire de la commune qui fait ses bagages, qui quitte Paris au moment de la semaine sanglante et qui, là, arbore une attitude et une physiologie très proche de celle de la prostituée. Là, sur ces deux unes du même mois, qui reprennent une iconographie guignolesque, elle montre bien justement le décalage dans l'intensité, la nature de la violence d'une image à l'autre. En fait, à gauche, donc, on a la commune qui veut se venger de Thiers, qui est le chef du gouvernement et qui est en train de menacer la population parisienne de déportation. Et donc, on a une scène relativement classique des Guignols avec le bâton, les sourires narquois, et puis finalement une violence plus mimée qu'autre chose. Tandis qu'à droite, quelques jours plus tard, on est dans une circonstance où l'armée versaillaise est en train d'enchaîner les victoires. La commune est mise en péril à son tour, et c'est donc cette fois la figure féminine, l'allégorie de la commune, qui devient victime. Et là, d'un coup, la scène sombre dans un érotisme morbide qui reprend l'imaginaire antiprostitutionnel. Alors évidemment, cette iconographie de l'allégorie féminine soumise à l'érotisme morbide n'est pas isolée, ni propre à la commune, mais selon moi, on la retrouve particulièrement en période de troubles sociopolitiques. Si par exemple en 1831, Lucie en parlait, on va retrouver donc la phrase de Dumas associée à une caricature où l'on voit Louis-Philippe poignarder une allégorie nationale en disant « Elle me résistait, je l'ai assassinée ». Donc, pour conclure, c'est en stigmatisant, en disqualifiant les communardes selon des modalités que l'on retrouve déjà dans le traitement des prostituées au XIXe siècle, que l'on fait à la fois comprendre qu'elles sont sorties des attendus de leur genre et que dès qu'elles ne seront plus utiles à l'effort de guerre, elles pourront être punies. Par là, les femmes sont associées à une esthétique de la violence légitime, particulièrement amplifiée par le contexte de la guerre civile. Ces imaginaires violents, meurtriers, féminicides sont omniprésents et partagés par tous les camps idéologiques. Ils s'insèrent dans l'appareil méthodologique de disqualification de l'action féminine et constituent un écho au continuum des violences faites aux femmes, forgeant ainsi les possibilités et les justifications de féminicides réels. S'il n'y eut pas d'expédition punitive concrète ni de système officiel qui pourrait s'apparenter à une nécropolitique, les imaginaires misogynes et violents de la commune participent à la constitution d'un proto-masculinisme, banalisent les violences faites aux femmes et viennent ralentir les luttes féministes. Voilà, je m'arrête ici simplement avec quelques indications bibliographiques pour aller plus loin sur ce sujet, donc avec Quentin de Luermoz et évidemment Sidonie Verhaeghe. Merci beaucoup, Samy, pour cette communication passionnante et en particulier le fait de voir que c'est toujours par la sexualité des femmes qu'on passe pour les disqualifier dans des imaginaires très paradoxaux, puisqu'il y avait à la fois la figure de la prostituée et puis celle de la mégère frustrée. Et ce retournement aussi du feu avec la condamnation des pétroleuses et de leur feu, et en même temps le feu qui est convoqué pour purifier le monde des femmes. Alors, je vais peut-être commencer justement par une question pour toi. Tu as brièvement parlé de 1831. Est-ce que dans tes recherches pour 1789 et 1848, tu as trouvé des choses justement liées à cet engagement possible des femmes et aux réactions des hommes face à cet engagement des femmes, ou c'est quelque chose que tu n'as pas encore exploré?
Je ne l'ai pas encore exploré vraiment, enfin frontalement, parce que déjà s'occuper des hommes, ça veut dire brasser très très large. Donc du coup, s'occuper des femmes, c'est vraiment du coup s'occuper de tout le monde. Mais je remarque quand même pas mal qu'il y a une préoccupation sur la constitution de corps armés féminins. Ça revient en 31, en 48, en 71. Et je pense que c'est quelque chose qui va falloir creuser, hein, parce que c'est à la fois de l'ordre de la peur, c'est de l'ordre du fantasme. On fantasme quelque chose, donc on fantasme évidemment des Amazones, également des Vésuviennes, et donc des hordes de femmes comme ça qui se battraient. Et pour l'instant, ce que je vois en 48, c'est pas forcément virulent. C'est soit de la moquerie, soit justement se dire pourquoi pas, tiens, ça nous ferait quelque chose d'autre à voir pour une fois. Oui, alors que là, au moment de la Commune, il y a vraiment un changement dans cette intensité de la punition, quoi. Mais tout est plus de toute Ok. façon au moment de la Commune. Il y a une intensité entre mai et juin qui est assez folle et qui rappelle la Révolution française. Ok, merci beaucoup.